Bienvenue sur Tant que je serai noire, le podcast qui aborde le désir et non-désir de maternité des femmes noires. Je vous présente du coup la personne qui va nous rejoindre aujourd'hui, qui est donc Sharon Omankoy. Elle est travailleuse sociale et militante anti-VIH. Et aujourd'hui, elle a décidé de parler avec nous de son non-désir de maternité. Elle va aussi nous parler de son passage en tant que basketteuse et du coup du fait d'être une femme noire dans un milieu sportif. Donc j'espère que cet épisode va vous plaire. Merci. Salut Sharon. Salut. Alors, comme je te le disais, je pense qu'on te connaît très bien sous le nom du Kitamba Lagite. Est-ce que tu veux nous expliquer rapidement d'où vient ce nom ? Alors, le Kitambala agité, en fait, c'est un pseudo que j'ai trouvé autour des années 2013-2014. En fait, le Kitambala en lingala, donc qui est une langue parlée en République démocratique du Congo, ça veut dire le foulard, voilà. Et donc, moi, vers l'âge de 18 ans, j'ai commencé à porter beaucoup de foulards. Donc, je prenais des chutes de pagne de ma maman. Et en fait, j'attachais mes cheveux. Et à la même époque, j'avais découvert des artistes comme Erykah Badu, comme India.Arie. J'avais aussi des artistes comme ça, féminines aussi, je pense à Kat Janine ou à Brenda Fassi, Von Chaka Chaka, enfin voilà. Oui. Donc des femmes qui avaient toutes, je trouvais, quelque chose d'assez à la fois élégant et assez précieux, de porter quelque chose sur la tête, et c'était une féminité en tout cas qui m'inspirait. Wow. Et je me suis dit que ça pouvait être pas mal effectivement d'avoir ce pseudo-là, parce qu'il y avait du lingala dedans, et agité, parce que je me dis que sous ce foulard, il se passe plein de choses. Donc, voilà. Super, du coup, je comprends mieux l'objet, en fait, de ce nom, et je trouve ça très beau. Du coup, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton enfance ? Donc, tu as un petit peu parlé du fait que tu étais née à Rennes. Comment ça fait de vivre en tant que petite fille noire en province ? Eh ben, c'est beaucoup de choses. Alors, c'est vrai que moi, effectivement, je suis née à Rennes, donc en Bretagne, et ensuite, mes parents, pour des raisons aussi, tout simplement de survie, on va dire, un peu administrative, de papier. Donc, du coup, ils se sont installés vraiment au Mans. Et donc, qui est en Sarthe, donc c'est encore une autre région, un département un peu plus rural, en tout cas, certains coins. Et c'est vrai que, être enfant noir en province, c'est souvent une expérience assez finalement étonnante, parce que petite, moi, je ne faisais pas évidemment abstraction, j'étais pas focalisée sur ma couleur de peau, en fait, je n'y prêtais pas attention, mais c'est effectivement quand tu vas à l'école et que tu as tes premières remarques de tes camarades de classe qui te font comprendre évidemment que tu es noire, que tu es différente, qui te touchent les cheveux, qui te disent que ta peau ressemble à la couleur du caca. Et puis c'est aussi de te rendre compte très vite que, en fait, dans une classe de 20 élèves, en fait, tu es la seule noire. Donc tu commences petit à petit à prendre conscience que je suis toute seule. Surtout qu'à l'époque où mes parents se sont installés au Mans, donc ils étaient dans un coin du Mans, on va dire un peu huppé, et donc j'ai fréquenté une école du centre-ville, et c'est vrai qu'il y avait très très peu d'enfants noirs. Et puis après, leur situation sociale ayant évolué, et puis avec la naissance de mon petit frère Raïs, du coup, on s'est installé dans le quartier populaire Les Sablons, où là, effectivement, ça a été un choc pour moi, parce que j'ai découvert d'autres enfants noirs. Et là, je me suis dit, non, mais en fait, on n'est pas tout seul. C'est vrai qu'on n'en parle pas, en fait, de ce choc-là. On a le choc de se rendre compte qu'on devient noir, mais quand on a vécu qu'avec des noirs, et de se rendre compte que du coup, il y en a d'autres comme nous, c'est vrai qu'on ne parle pas de cette expérience. Moi aussi, je l'ai vécu, et c'est vrai que c'est quelque chose. On s'est dit, on voit ça qu'à la télé, en fait. Et du coup, c'est nouveau. C'est nouveau, et puis c'est aussi une autre réalité sociale. On passe d'un quartier où on avait un jardin, quelque chose comme ça, un lotissement assez très tranquille finalement, et puis j'arrive dans ce quartier où je vois qu'il y a du monde, il y a du bruit, il y a alors moi j'étais hyper contente, il y avait des aires de jeu partout.
Et voilà, mais c'est vrai que et mon rapport avec les enfants noirs, mais aussi non blancs, c'est pas fait dans la simplicité aussi. Oui. Moi, c'était des enfants qui m'embêtaient beaucoup parce qu'effectivement, dans le style, ma mère m'avait vraiment façonné comme une petite bourgeoise, donc c'était trop mignon. Comment il me taquinait un peu. Donc voilà, je me suis un peu fait victimiser au début. Mais voilà, mais par la suite, il y avait quelque chose de rassurant de me dire, en fait, non, il y a des filles qui me ressemblent, qui se font des tresses comme moi. Voilà, j'ai grandi vraiment avec les gamins du quartier, quoi, des enfants noirs, des enfants rebeux, asiatiques. Et du coup, ça faisait partie de mon quotidien, de ma sociabilité. De ma socialisation, et voilà, et c'est quelque chose que j'ai vraiment vraiment apprécié. Nice. Et du coup, donc tu parlais de ton petit frère, donc tu es l'aîné. Oui. Alors, c'est comment d'être l'aîné? Moi, c'est un rôle que j'aime beaucoup. Comme on dit en lingala, voilà, t'es la yaya, quoi. Oui. Donc, c'est vrai que, alors moi, j'ai 2 frères et une petite sœur. D'accord. Voilà, donc j'ai donc mon frère Raïs, voilà, qui doit avoir 26 ans, et Terry et Naomi ont 25 ans. C'est des jumeaux. D'accord, waouh. Et on a effectivement facilement 10 ans d'écart. Ouais. Hein, donc voilà. Et non, c'est un rôle que j'aime beaucoup. J'ai eu beaucoup de mal évidemment au début parce que moi j'ai fait 8 ans toute seule. Hein. J'ai été fille unique pendant 8 ans. Ouais. Donc c'est vrai que quand ils ont débarqué, mon frère Raïs, moi j'étais pas prête. Clairement, je l'ai fait comprendre à mes parents. J'ai été très dure avec mon petit frère, vraiment. Et aujourd'hui, on en reparle et je lui dis, voilà, je sais que ça n'a pas été simple pour toi. Ouais. Puis après, il y a eu les jumeaux où là, j'étais là, non, mais c'est trop. C'est une blague. C'est une blague. Et non. Et puis en plus, moi, je l'ai vraiment appris au moment où le gynéco l'a annoncé à ma mère. Oui. Et donc, moi, je m'en étais pas remise, quoi. Wow. Donc, j'étais là, c'est trop. Et en même temps, c'est un rôle que j'ai appris, voilà. Donc oui, il y a un côté très chiant parce que c'est, voilà, t'es une sorte de troisième parent aussi. C'est ça. Tu participes à leur éducation, tu as tout ce travail de cadre, de surveillance, tu partages tout, tu as quasiment plus d'intimité aussi. Enfin, moi, j'ai très tôt partagé ma chambre avec voilà, ma petite sœur, etc. Ça te responsabilise, tu deviens... Alors... On te façonne, on te formate vraiment pour que tu sois une grande sœur, mais aussi pour que tu sois potentiellement une femme. Donc, y a aussi, voilà, tu dois savoir faire à manger, tu dois savoir servir tes frères et sœurs, t'en occuper, répondre à leurs besoins, comme si, effectivement, tu avais... voilà, ce rôle qui est un peu voilà, annexe aussi à celui de la maman, mais et en même temps tu l'es pas, donc c'est pas évident. C'est un rôle qui m'a beaucoup moi construit dans mon rôle de femme, et aujourd'hui encore moi j'adore être grande sœur, hein. Moi c'est mes frères et sœurs, c'est vraiment mes bébés, quoi. Moi je leur dis, ça les fait chier quand je leur dis ça, mais c'est vraiment ça, parce que ça me soucie beaucoup de savoir comment ils évoluent, comment professionnellement ils envisagent leur avenir, comment ils envisagent leur avenir même sentimental. Enfin voilà, je suis très soucieuse de la manière dont ils se construisent et pensent aussi leur vie de personnes noires aussi, dans une société française, et puis avec tout ce qui se passe en ce moment assez en tension. Moi, j'ai beaucoup de stress, notamment pour mes frères. Voilà, donc c'est aussi faire le lien entre la génération des parents et voilà, et leur génération à eux, et essayer de faire des ponts, des liens, voilà. Donc c'est pas une tare pour toi, au contraire? C'est pas une tare pour moi. En fait, je pense qu'au début, ça n'a pas été évident parce que j'ai eu un peu le sentiment d'avoir perdu tous mes privilèges d'enfant unique. Voilà, ça a été pas évident au début, mais ensuite, voilà, moi après, c'est vrai qu'il y a eu le basket dans ma vie, donc j'ai vécu en internat, j'ai été très loin d'eux, et après...
bah voilà, on a quand même 10 ans d'écart, donc du coup, ils avaient un regard sur moi qui était vraiment, bah voilà, j'étais leur grande sœur, quoi. Donc du coup, voilà, donc du coup, il y avait beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse et tout. Et moi, c'est la partie que j'aimais le plus. Et puis après, quand ils sont devenus adolescents, je me suis rendu compte que en fait, j'avais un autre rôle à jouer et que voilà, il fallait que je sois soucieuse aussi de leur bien-être, que je leur pose aussi des questions sur leur vie, même un peu intime, voilà, parce que je savais très bien que c'est des sujets que les parents n'allaient pas forcément explorer, donc voilà. C'est super intéressant du coup, parce que tu vois, tu abordes un point que j'ai déjà abordé avec une autre invitée, c'est cette partie parler de la sexualité en fait, qui du coup à l'école on n'en parle pas, enfin c'est très technique, mais du coup il n'y a pas ce côté intimiste de réflexion, de prendre le temps de se poser, et c'est vrai que dans nos familles africaines, c'est souvent la grande sœur qui va jouer ce rôle, ou la cousine. Et du coup, ça fait écho. Ça fait écho, du coup, avec mon récit à moi-même et puis d'autres invités. Et j'ai vu que tu as parlé de ton passage en internat. Est-ce que tu veux nous parler, du coup, de ta vie de basketteuse ? Avec plaisir. Alors moi, j'ai commencé le basket à l'âge de 9-10 ans. Ah oui. J'étais... très grande pour mon âge. Moi, à cet âge-là, voilà, je frôlais déjà, pour une fille de 9 ans, je frôlais déjà le 1m60, 65. Enfin, j'étais anormalement grande, en fait. D'accord. Et du coup, très vite, moi, j'ai été repérée, en fait, dans la cour de récréation de mon école, donc dans mon quartier. Et en fait, le directeur de mon école était un directeur de club. Donc, d'accord, ça aide. Voilà, ça aide. Et c'est vrai que voilà, faut dire les choses aussi, quand on vit dans des quartiers populaires, effectivement, les premiers terrains qui sont accessibles, c'est voilà, des terrains alors qui sont multifonctions, donc c'est terrain de foot, terrain de hand, plus panier de basket au-dessus, c'est des terrains qui sont hybrides. Mais du coup, voilà, et c'est vrai que l'école a été une première étape pour moi, c'était vraiment une école sportive qui était vraiment soucieuse de... en tout cas ils avaient pris le parti d'éduquer les enfants via le sport et de leur enseigner des valeurs, etc. Et donc ils me voyaient tirer sur les panneaux et ils me rouspétaient, ils me disaient non mais plutôt que de faire ça sur les panneaux de l'école, va plutôt dans une salle, et moi je sais qu'il y a une salle donc que je peux te proposer. Et j'ai commencé comme ça. Voilà, et c'est une carrière où j'ai joué jusqu'à l'âge quand même de 27 ans. Ah oui, quand même. Donc voilà. Et non, et j'ai vraiment aimé ce sport. Je pense les premières années, c'était vraiment l'amusement. Puis après, l'entrée dans l'adolescence et l'internat vers l'âge de 12 ans, enfin préadolescence, quoi. Là, j'ai compris que c'était quelque chose de costaud et que j'avais une vie, alors j'allais pas dire quasi militaire, mais j'avais quand même une vie de jeune sportive de haut niveau, très structurée, l'école, les entraînements, le matin, le soir, tout ça, sans évidemment voir mes parents. Et donc ça, je pense que c'est ce qui a été la faille un petit peu et ce qui a expliqué l'arrêt aussi, moi, de cette activité. C'est parce qu'en fait, j'avais besoin, j'étais très famille, en fait. Ça me manquait beaucoup. Au plus profond de moi-même, je savais que voilà, ma famille me manquait énormément et que pour moi c'était assez spectaculaire quoi, de vivre en internat. Donc c'est bien, tu deviens autonome très tôt. Et en même temps, voilà, t'as pas forcément d'adultes cadrants. Les entraîneurs sont là la journée, mais le soir, c'était un internat, donc c'était un peu le sbeul, voilà. Donc c'est bien, tu grandis très vite, pas forcément de la bonne façon, tu découvres des trucs, donc tu peux avoir une découverte de sexualité assez précoce. On avait déjà accès des fois à de l'alcool, donc tu découvrais aussi des trucs un peu trash, mais voilà, moi j'avais de la chance, j'étais pas forcément tombée là-dedans, mais c'est vrai que je me disais oulala, c'est la vie en internat, c'est particulier quoi, t'es tout seul et en même temps t'es avec beaucoup de monde. T'as pas vraiment de moments d'intimité, t'es souvent contrôlé quand même. Voilà, il y a une vraie surveillance, un encadrement. Donc voilà, des fois il y avait les rares moments de répit, de repos. On en profitait pour faire les oufs, quoi.
Et du coup, donc, tu as joué en pro, parce que j'ai vu que tu as sillonné un peu la France. Ouais. Bah, en fait, moi, j'ai joué en équipe réserve de pro. D'accord. Puis après, j'ai eu des niveaux intermédiaires, National 2, National 3. Ok. Voilà. Mais j'ai eu un long parcours en centre de formation. Voilà, j'ai vraiment fait Pôle Espoir, donc voilà, pour les pré-ados. Ensuite, j'ai fait centre de formation, j'en ai fait 2. D'accord. Voilà, donc j'ai joué à Rennes, j'ai joué à l'USO Mondeville, qui sont D'accord. des clubs qui sont, alors je sais plus c'est quoi leur niveau aujourd'hui, mais qui sont en ligue féminine, donc en ligue pro. Oui. Puis je pense peut-être en ligue 2 ou quelque chose comme ça. Donc ouais, non, c'est des grandes. Puis j'ai joué contre des grandes équipes, contre des grandes joueuses aussi. D'accord. Donc voilà. Et est-ce que tu as été confronté du coup à du racisme, du sexisme durant toute cette période, ou c'est venu après? C'est quelque chose qui est venu après? Non, moi j'en ai senti très tôt, mais à différents moments. Ce que j'expliquais une fois dans un live que j'avais dédié au basket, c'est qu'effectivement il y a le basket que je pratiquais en club, effectivement, qui était très normé, très cadré, où effectivement tu pouvais avoir des réflexions sexistes des entraîneurs. Voilà, parce qu'il y a quand même voilà, un entraîneur, c'était la plupart du temps des hommes, hein, donc voilà, qui s'autorisaient des remarques sur notre physique. Alors c'est toujours dans cette idée, ça va nous booster, ça va nous travailler notre mental, l'idée de nous pousser un peu à bout, etc. C'est aussi une façon de travailler notre résistance. Et dans le même temps, voilà, il y avait des fois des réflexions sur le fait qu'on est des gazelles, qu'on est des panthères. Donc il y avait quand même ce discours très animalisant. Qui était présent sur le moment, que moi j'ai pas forcément perçu comme quelque chose de problématique, mais c'est vrai que comme c'est quelque chose qui se répétait des fois dans les discours, et puis aussi quand les entraîneurs nous parlaient des autres équipes et qu'il y avait des autres filles noires, c'était un peu, bon, là-bas il y a en gros 4 blacks, donc déjà c'est une grosse équipe, quoi. Et en fait, quand les coachs disaient des trucs comme ça, tu dis non mais en fait parce qu'il y a 4 noirs, donc ça veut dire que c'est une équipe physique, que c'est une équipe, voilà, ça, on disait ça galope, ça jump, ça machin. Et du coup, quand tu vois de plus en plus de coachs tenir ce genre de discours, à un moment donné, tu dis en fait il y a un problème, il y a un problème. Donc voilà. Et puis il y a le basket aussi que je faisais dehors quand je rentrais au Mans, que je me faisais plaisir. Voilà, où là effectivement il y avait la bataille un petit peu du playground en fait, où il y a des terrains qui sont dehors et qui sont majoritairement occupés par des mecs, et que moi quand j'arrivais voilà, et que je voulais jouer, bon bah il y a des gars qui me faisaient comprendre ouais mais bon c'est pas trop ta place. Et donc et ça a été une vraie ça a été hyper intéressant, parce que du coup moi à cette époque-là voilà, j'étais dans une envie de jouer, j'étais à fond. C'est eux qui me renvoyaient le fait que j'étais une fille. Moi j'étais basketteuse, donc pour moi il y avait un panier, j'avais un ballon, ça me semblait légitime d'être là. Mais c'est vrai que pour certains gars c'était pas compréhensible. Et mais voilà, moi j'étais plutôt entêté, et voilà, donc ce que je faisais, c'est que je venais 1 heure avant, voilà, je faisais des shoots, je savais qu'ils me regardaient un peu, qu'ils allaient venir. Puis quand je voyais qu'ils étaient là, ils me regardaient, et puis jusqu'à ce qu'il y en ait un qui dise bon bah écoute, joue avec nous, tu vois, tu sais jouer, et voilà. Et du coup je me suis retrouvé à jouer avec voilà, avec des mecs, puis j'ai invité aussi des copines, donc du coup on faisait des matchs, enfin voilà. Trop cool. Et comment est-ce que t'es passé du coup à tes études sur le genre, parce que j'ai vu que tu as fait donc des études de genre, sur la sexualité. Comment est-ce que ça t'est venu, parce que du coup tu faisais ça en parallèle, je suppose, de ton parcours de basketteuse. Alors en fait, moi j'ai vraiment moi j'ai repris mes études à 27 ans en fait. Wow. Ouais, moi j'ai vraiment repris mes études à 27 ans parce que quand j'ai arrêté le basket une première fois à l'âge de 22 ans, à l'âge de 22 ans, j'avais déjà un parcours universitaire, mais voilà, j'avais fait de la socio, mais bon, j'avais fait 2 premières années, non mais c'était l'échec cuisant en fait, voilà. Mais déjà à cette époque, j'avais évidemment une sensibilité pour les questions, pour des questions qui touchaient des minorités.
j'avais déjà voilà envie de m'investir, de m'impliquer, mais je savais pas où, comment. Et puis en fait, c'est le fait d'arriver sur Paris qui a fait la différence. En fait, passer du Mans à Paris, et puis aussi le fait de me mettre engagé dans la lutte contre le VIH dans une association. Voilà, moi j'avais commencé à faire du bénévolat au Petit Bonheur, et j'avais repris mes études à la même période, donc des études de sciences de l'éducation. Du coup, voilà. Et forcément, la question du VIH amène des problématiques de genre, puisque dans les personnes que j'accompagnais, il y avait effectivement un public LGBT, il y avait un public migrant, il y avait un public de travailleuses et travailleurs du sexe. Voilà, il y avait un public, de toute façon, où fondamentalement, la question de la sexualité, de l'intimité était une expérience... Enfin voilà, qui était vécu par des personnes minoritaires, qui minorisées. Donc du coup, voilà, la problématique du VIH nous amène indirectement sur ces questions de genre, sur ces questions de sexualité, comment je me définis, comment je me représente mon corps, comment j'investis voilà ma sexualité, voilà. Quelle stratégie je mets en place pour me protéger ou pas, qu'est-ce qui fait que je me protège pas, qu'il y a une prise de risque, etc. Donc voilà, c'est forcément un sujet où ces questions-là se posent. Et ça m'a donné envie d'aller creuser, d'aller plus loin. Et je me suis dit, c'est dingue comme la sexualité, c'est un sujet, effectivement, là où c'était compliqué dans ma sphère familiale d'en parler. En même temps, moi, dans ma famille, on a été touchés par le VIH. D'accord. Donc du coup, c'était de me rendre compte, en fait, cette lutte m'a aussi renvoyé le fait que finalement, j'avais très peu d'espace pour parler de sexualité. J'en ai parlé à pas beaucoup de personnes, même pas à mes copines. Que moi-même, j'ai dû me construire un univers érotique toute seule, avec ce que je pouvais... en regardant MTV, des clips de R&B, en regardant... Non mais c'est vrai, enfin tu vois, j'avais pas d'outils, donc du coup je consommais des choses, et voilà, j'essayais de façonner mon imaginaire, mais j'avais pas forcément d'espace pour parler de la sexualité, et effectivement accompagner des personnes qui sont concernées par des infections sexuellement transmissibles, et en l'occurrence une pathologie chronique comme le VIH, forcément ça fait aussi réfléchir sur à plein de choses. Donc du coup et les études de genre sont arrivées finalement dans une envie d'aller en profondeur sur ces thématiques là, parce que je sentais que ça me concernait aussi. Donc voilà, et j'ai fait ça pendant 1 an, voilà. Et du coup, comment est-ce que tu en es arrivé chez Moissy ? Alors en fait Moissy, moi j'ai en 2013 est une année assez déterminante dans mon parcours, parce que c'est vraiment l'année où je fais mes études de genre, je commence à m'intéresser au féminisme, je découvre les blogs de Mrs. Roots, Dreadful, Mani Chronique, je découvre toutes ces femmes, ces jeunes femmes plutôt, c'était des jeunes femmes, ces jeunes femmes noires qui parlent à la première personne, qui parlent d'expérience, etc. Donc du coup, ça me parle, et puis je me dis, moi je suis une ancienne basketteuse, j'aime le collectif, je suis convaincue de la puissance du collectif, et je me dis, il faut que je crée un collectif féminin. Voilà. Et c'est parti de là. Et c'est parti de là. Et du coup, moi, je savais pas comment... j'avais pas de méthode politique. Moi, j'étais pas... donc, je savais que, par exemple, dans la lutte contre le VIH, il y avait des associations de femmes noires. Je pense à Icambéré, par exemple, où il y avait l'Assemblée des femmes, je crois, du RACA. Enfin, voilà, il y avait déjà des organisations de femmes noires comme ça. Mais c'est vrai que pas forcément de ma génération. Donc il y a eu vraiment un truc de en fait j'ai envie d'être avec des filles de mon âge, et de parler en fait des difficultés qu'on rencontre, mais des problématiques qu'on a en commun, tout ça. Et aussi une envie de lutter contre le racisme, contre les discriminations, etc. À l'époque, moi j'avais pas encore un langage hyper
carré sur... j'employais pas les termes patriarcat, misogynoir, tout ça. Hein, c'est des choses que j'ai découvert beaucoup plus tard. Mais j'étais déjà dans une démarche de... je savais qu'il y avait des inégalités. Je savais que mon expérience de femme noire était une expérience sociale particulière. Je savais que je subissais des discriminations et que ça me mettait en colère. Voilà, il y avait une colère qui était réelle et que j'étais convaincue que j'étais pas la seule à vivre ce genre de choses. Donc, il fallait que je le partage et que je le vive avec d'autres. Du coup, c'est en 2014 en fait que je rencontre en fait d'autres. Je vais à la rencontre de d'autres femmes noires. Voilà, donc des filles qui sont dans mon entourage. Et c'est comme ça en fait que en 2014 on crée Moissy en fait. Waouh. Ça s'est fait comme ça. C'est fou parce que du coup, ça partait d'un besoin en fait. Complètement. Ouais, ça n'existait pas et tu t'es dit, il faut que je le crée, quoi. Ouais. Ah oui, là-dessus, je tiens vraiment à le dire, c'est pas... c'est vraiment partie d'une initiative personnelle, en plus sans vraiment de méthodologie. En plus, moi, j'avais pas un background de militant de ouf. Je faisais du militantisme, moi, ce que j'ai appelé de cœur, de proximité, qui ressemblait plus à de l'accompagnement social. Enfin, voilà. Moi, c'était plus du terrain. Et effectivement, mais il y avait vraiment un besoin parce que le fait d'être à Paris, encore une fois, moi je pense que ça change la donne quand tu quittes ta province, quand t'es noir et que t'arrives à Paris, que tu vois plein des noirs, que tu vois, voilà comment tu vois de près aussi des situations comme les contrôles aux faciès. Et puis en même temps, tu vois des hommes et des femmes noires hyper flamboyants, bien dans leur pompe. Enfin, voilà, moi, il y avait plein de questionnements identitaires qui se posaient et je me suis dit, en fait, ma place, elle est légitime ici. Puis c'est à une époque où on commençait à avoir... on commençait. Il y a toujours eu du racisme en France, mais médiatiquement, il y avait un discours, en tout cas, de droite qui était vraiment affirmé. Qui était vraiment présent et je me suis dit je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression qu'il faut s'organiser en fait. Et puis je pense que voilà, moi j'ai fait partie de cette génération aussi qui a été très marquée par les émeutes en banlieue de 2005 et du coup ça te fait réfléchir aussi quoi. Tu te dis mais est-ce que la République vraiment veut de nous? C'est ça, c'est la question en fait. Mais c'est fou parce que du coup moi, ce qui m'intrigue, en fait, dans cette lutte-là, en tout cas afroféministe, c'est que, voilà, c'était nouveau. Et puis, pour moi, c'était très américain. Moi, toutes mes références venaient des États-Unis. Et je pense qu'on a toutes fait ça. On a lu plein de bouquins. On a lu plein d'autrices. Et ça faisait plaisir, en fait, d'avoir un mouvement qui était implanté en France. Mais c'est vrai que Paris, c'est spécial. Moi, je viens de province et je sais que Moissy n'aurait pas pu naître en province. Je pense pas. Enfin, je pense que ça aurait été plus compliqué et je pense que du coup, c'est les voix des femmes qui peuvent se le permettre de parler comme vous, qui ont permis à des femmes comme moi, plus jeunes, de se dire c'est possible en fait. C'est possible de nous faire entendre. Donc c'est vraiment beau d'avoir la pionnière, d'avoir une pionnière en fait de l'afroféministe que j'appelle... deuxième génération, je sais pas, en France, en face de moi. Donc déjà, je tenais à te remercier pour ce que tu as fait. Et puis, je tenais aussi à inviter les gens à lire ce bouquin. Je sais pas où est la caméra. Donc, c'est le bouquin qui s'appelle Afrofemme et qui, du coup, je crois qu'il y a une préface que c'est Laurent Safou qui a rédigé. Et qui explique un peu donc, ton parcours, pourquoi tu as initié ce mouvement. Et voilà, c'est comme tu le disais, une manière de laisser sa trace, parce que voilà, on oublie rapidement, on oublie en fait toutes ces personnes qui ont pu faire des choses et on est vite invisibilisé. Donc je pense que c'était vraiment très nécessaire de le faire et donc encore une fois, merci. Oui, puis moi je suis partie de Moissy en 2016, mais merci aussi à toutes celles qui effectivement ont cofondé aussi ce collectif. J'étais pas toute seule, il y avait Leslie, Audi, voilà, Enquête, voilà, il y a eu plein de il y a eu plein de sistas aussi qui ont été là, il y a eu Annette, Fania, il y a eu plein de
voilà, et puis et puis ce livre, c'est bien. Moi, c'est vrai que je suis parti, j'ai fait j'ai fait 2 ans dans le collectif, et c'est juste chouette de voir qu'il évolue, qu'il continue d'avancer, et qui résiste, je pense, malgré aussi, voilà, des fois la violence aussi qu'elles peuvent se prendre en pleine face aussi, mais après, voilà, moi je pense qu'il y a toujours eu des organisations de femmes issues de l'immigration qui se sont réunies, qui se sont mobilisées. Alors peut-être pas dans des termes afroféministes, mais voilà, dans les maisons de quartier, voilà, il y a dans des, je sais pas, dans les centres socioculturels. Enfin voilà, il y a des espaces comme ça qui accueillent des femmes, voilà, des quartiers populaires, issus de l'immigration. Elles font des choses, et puis aussi dans nos familles. Enfin, c'est aussi des inspirations de nos mamans, de nos tantines qui se réunissent, qui font des tontines. Voilà, donc pour moi, ça vient aussi d'un héritage aussi. J'ai pas l'impression, moi j'ai rien inventé, j'ai l'impression de m'inscrire dans la continuité de ce qui a toujours existé, mais c'est juste que voilà, là où peut-être nos aînés voilà, ont pu faire ça dans des espaces circonscrits ou voilà, d'autres, il y avait voilà, il y a eu d'autres collectifs aussi. Moi je pense vraiment qu'on n'a rien inventé, on s'inspire de ce que des aînés ont fait, et on porte le flambeau différemment. Voilà, donc mais après c'est générationnel en fait. Je pense que chaque génération aura ses icônes en fait, et du coup je pense que moi si vous faites partie, enfin en tout cas pour notre génération à nous, c'est un peu la référence. Et effectivement, il y a plein de mamans qui sont ce sont des féministes cachées, qui ne l'affirment pas, mais elles font aussi énormément de choses, contre le patriarcat qu'on peut avoir au sein de nos communautés. Donc ouais. Mais du coup, j'avais une petite question là qui me trottait. Dis-moi. C'est comment est-ce que la question, parce qu'on n'a pas encore abordé ton non-désir de maternité, comment est-ce que c'est abordé au sein des milieux militants? Est-ce que, parce que j'ai pas l'impression, j'ai fait pas mal de lectures, de recherches, c'est pas un sujet qu'on aborde. C'est comme si c'était une lutte qui devait venir plus tard. Mais du coup, que dire à une femme qui du coup se dit bah non, enfin moi aujourd'hui je ne veux pas d'enfant, je vais pas en faire juste parce que y a un projet politique familial noir qu'on devrait mettre en place. Enfin voilà, qu'est-ce que toi tu penses du coup de ça? Moi, je pense qu'on ne peut pas avoir le même agenda politique que, on va dire, un féminisme blanc. C'est-à-dire que la question familiale, pour moi, c'est un sujet politique majeur pour des populations noires. Parce que faire des enfants ou ne pas faire des enfants en France, c'est un sujet sérieux, en fait. Il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Moi, je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec ma mère. Ma mère, elle est arrivée en France, elle s'est mariée à 16 ans, elle m'a eu à 20 ans. D'accord. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui a fait que tu as eu le courage de faire des enfants ici ? J'ai pas cette force-là, enfin, je n'arrive pas. Et en fait, quand je vois la conviction qu'elle a eue, mais non, moi je tenais à faire des enfants, quoi qu'il arrive, c'était mon projet. Et effectivement, j'ai rencontré ton père, on s'est mariés, on est venu en France. Mais pour elle, c'était vraiment un projet de chair, enfin vraiment de voilà. Elle y tenait. Elle y tenait. Et quand je vois encore, moi j'ai pas à me plaindre, je suis très privilégiée, j'ai vraiment eu de l'affection, de la tendresse de mes parents. Et de voir que même encore aujourd'hui, tu vois, quand elle voit tout ce qui se passe, notamment sur les violences policières, ils ont été manifestés d'ailleurs en famille aujourd'hui. Je me dis mais en fait tu ne te reposes jamais quand tu es une personne issue de l'immigration et que tu éduques tes enfants ici. C'est clair. Il y a des inquiétudes, il y a des angoisses vraiment qui sont spécifiques en fait. On a peur que les enfants subissent du racisme à l'école, de gérer le relationnel avec le corps enseignant. On n'a pas envie on a une appréhension quand il est question de l'orientation des enfants, que les parents se plient en quatre aussi, tu vois, pour aussi des fois
donner la possibilité aux enfants de faire des longues études. Enfin, en fait, c'est une question, la question familiale, on peut pas la passer au second plan, ça doit faire partie intégrante de notre agenda politique, en fait. Parce que faire famille, voilà, dans un pays où il y a un racisme qui est systémique, c'est une question qui est fondamentale. Et je pense que cette peur, ces appréhensions, ces angoisses, ça impacte évidemment notre santé mentale, la santé mentale des enfants. Et puis surtout, je pense que c'est un sentiment aussi qui est partagé peut-être dans d'autres communautés noires, dans des diasporas différentes. Donc, et c'est pour ça que c'est important, voilà, même si je sais que le féminisme blanc peut-être et quand je dis féminisme blanc, voilà, je veux pas je parle vraiment de ce féminisme blanc médiatique, oui, où à un moment donné, effectivement, parler de la maternité, bon, c'était un peu, voilà, c'était un peu ringard, parce que voilà, l'émancipation, ça passait par enfin voilà, par autre chose que la maternité. Et en même temps, aujourd'hui, ben non, c'est intéressant parce qu'en fait, on parle de charge émotionnelle, de charge mentale, de tout ce que les mamans doivent aussi porter. Donc c'est un sujet qui est plus que jamais d'actualité. Qu'aujourd'hui, il y a d'autres parentalité aussi qui existe. Il y a des familles homoparentales qui ont toujours existé, qui sont là. Donc, c'est aussi pour dire que voilà, les questions familiales, c'est des questions qui évoluent et en même temps, c'est des questions voilà, qu'il faut, je pense, prendre à bras le corps et essayer voilà, toujours de les décrypter avec des grilles de lecture voilà, antiracistes, afroféministes et que justement les mamans soient inclus dans les mouvements. Exactement. Voilà, que la question du désir ou du non-désir d'enfant soit vraiment une réflexion, mais qui soit apaisée. Le but, c'est ça, c'est qu'on ne doit pas se juger les unes et les autres. Hein, et c'est là où la question de la sororité, à mon avis, est très importante. C'est d'accepter le fait que nous sommes pluriels, que nous avons différentes manières d'incarner nos féminités noires, que pour certaines, ça prend sens dans justement la maternité, pour d'autres pas. Exact. Et voilà, et c'est important aussi qu'on laisse de la place aussi à ces échanges-là, parce qu'encore une fois, il y a toujours des luttes aussi à porter sur ces thématiques-là. Et du coup, donc toi, tu résumerais en fait ton non-désir de maternité pour des raisons politiques, entre guillemets, dans le sens où élever un enfant noir est trop difficile. Mais est-ce que tu aurais d'autres raisons à ajouter ? En fait, moi, je pense que je fais partie de cette génération de femmes noires qui ont dépassé la trentaine, là, qui frôlent les 34, là, qui ont les 34. Et qui, je pense, bah voilà, ils sont aussi célibataires. Donc, avant d'envisager de fonder une famille, comment on se rencontre, comment on trouve un partenaire. Donc voilà, et c'est vrai que moi je très sincèrement, et voilà, après c'est à prendre, voilà, vous en faites ce que vous voulez. Moi je dirais pas que je ne veux pas faire d'enfants pour des raisons politiques. D'accord. Non, je pense juste que je ne veux pas peut-être faire d'enfants parce que c'est pas quelque chose que moi je sens dans... T'en as pas le désir. J'en ai pas le désir. Voilà, c'est pas quelque chose que je sens dans ma chair, que j'ai envie de. Et c'est vrai que moi, je n'ai pas de projection sur la, comment dire, sur la grossesse. Je n'ai pas, voilà, je n'ai pas ce ressenti-là. Je n'ai pas cette projection-là. Mais j'aime beaucoup les enfants. J'aime énormément les enfants. Voilà, mais je pense qu'effectivement j'ai l'impression que en tout cas voilà à ce stade de ma vie, après peut-être que les choses peuvent évoluer, je suis pas fermée, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de désir d'enfant chez moi, et ça fait un long moment que j'y réfléchis, que ça fait un long moment, et je sens qu'il n'est pas présent, il n'est pas là, et je sais qu'en même temps c'est assez clivant, enfin, de dire ça, parce que j'ai aussi des parents, des frères et sœurs, que voilà, tout le monde se dit mais Sharon c'est une yaya, elle va peut-être faire des enfants.
Et j'ai eu ma première discussion avec mes frères et sœurs là-dessus, là, pendant le confinement. Ouais. D'accord. Moi, je leur ai dit que pour les gosses, là... Bon, en fait, moi, je leur ai dit, en fait, je mise tout sur vous. Ouais. Ils étaient là, mais t'es trop bizarre. Je dis, franchement, j'ai regardé mes frères et sœurs, je mise tout sur vous. C'est vous qui allez amener les enfants parce que moi, ce sera pas mon cas. Ils étaient là, si, Sharon, c'est normal, tu vas avoir des enfants. Je dis non, il n'y a rien de normal, en fait. Enfin, il n'y a rien d'anormal, en fait. Je peux ne pas avoir envie d'avoir des enfants, mais je serai une tata, une tantine... évidemment aimante et soutenante, mais j'avoue que voilà, je n'ai pas ce désir-là et je n'ai pas en plus d'explication on va dire politico-rationalo. Non, c'est vraiment, encore une fois, je pense que c'est quelque chose qui est qui relève du ressenti, c'est dans ta chair, tu le sens. Et c'est personnel aussi. Et c'est personnel, et je pense qu'il faut être honnête avec soi aussi, c'est que c'est aussi lié aussi à mon parcours, à mon histoire familiale. Voilà, je pense qu'il y a aussi de cet héritage-là. Et j'ai l'impression que voilà, moi j'ai encore des choses à accomplir dans ma vie de femme. Oui. Et voilà, mais effectivement, il n'y a pas ce désir d'enfant, mais j'ai l'impression que je peux apporter à des jeunes générations. Oui. Moi, j'aime bien aussi participer à l'éducation des plus jeunes, justement, en créant des choses, en proposant des projets. En discutant avec eux. C'est pour ça aussi que j'aime aussi faire du travail social, que je me forme pour être conseillère conjugale et familiale. Donc oui, c'est vrai que... Alors c'est compliqué, parce que quand tu n'as pas de désir d'enfant, du coup, et que tu fais une formation qui est clairement ancrée dans le couple, la famille, etc. C'est un exercice. C'est un exercice, parce que tu te dis, tu n'es pas forcément légitime. Et puis des fois les patients, les clients peuvent aussi te renvoyer ça, mais vous n'avez pas de famille, qu'est-ce que vous pouvez en savoir, vous n'avez pas d'enfants. Et c'est vrai que je me prépare aussi psychologiquement aussi à ça. Mais en même temps, je trouve que ce sont des métiers où, au contraire, peut-être que ma position permet aussi de prendre la personne dans sa globalité. Exactement. De se dire que elle n'est pas que parent, elle est aussi autre chose. Ils sont pas que des parents, ils sont aussi un couple. Et essayer aussi finalement d'amener chacun à sa place, que l'enfant, c'est aussi quelqu'un. Et que ses émotions, ses ressentis comptent aussi, et que comment ils s'inscrivent aussi dans la famille. Moi, c'est ça aussi qui m'intéresse un peu, comment la famille se construit, le système de la famille. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Et je pense que ça, c'est un regard, du coup, que j'ai, mais que mon non-désir d'enfant, je pense, ne vient pas fausser, mais au contraire, peut-être, apporte aussi autre chose. C'est clair, je pense qu'il y a une neutralité aussi que tu peux avoir. Il n'y a pas de transfert, parce qu'il y a aussi ça. Enfin, je pense qu'inconsciemment, on peut facilement en fait, transposer sa vie avec celui de son patient. Et je pense que ça peut que être positif, en fait. Mais après, ça s'apprend. On déconstruit aussi, parce que dans l'imaginaire, on se dit, tu es dans le domaine de la parentalité, donc tu es forcément parent. Non. Non, tu n'es pas parent. Et en même temps... Alors c'est bizarre, mais moi je trouve que par exemple mon rôle de grande sœur m'a énormément apporté. Et je pense que aujourd'hui, quand je vois comment je suis avec mes frères et sœurs, en fait, je me suis rendu compte que ce statut, en fait, je l'ai fait aussi évoluer. Et je te disais tout à l'heure, vraiment, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire des liens et des ponts entre les générations. Et donc, moi, c'est ça vraiment qui me passionne aussi dans ce rôle-là. Et que j'espère que si mes frères et sœurs ont des enfants, justement, d'être aussi... Tu vois, d'être quelqu'un qui, dans la narration, moi, je suis vraiment soucieux de qu'est-ce qu'on donne en héritage aux enfants, quel patrimoine familial on leur laisse. Parce que beaucoup de nos parents ont pas pu, moi je pense que j'ai souffert de ça, n'ont pas pu des fois nous transmettre tout ce qu'ils auraient souhaité, parce que c'est aussi
pour beaucoup, c'est aussi des âmes aussi qui sont blessées. Enfin, c'est aussi des personnes qui ont quitté aussi leur pays, qui se sont déracinées, qui ont tenté de s'enraciner ici. Et en fait, depuis que moi, je fais cette formation, c'est intéressant ce que je me dis, mais on n'est pas... Enfin voilà, on vient aussi de quelque part et que c'est très complexe de se construire... en tant que parent aussi noir, c'est on vient aussi avec son background, son histoire. Et moi, je sais que mes parents, même si ils nous ont éduqués avec toute l'affection, l'amour qu'ils pouvaient, mais on sent qu'il y a encore aussi des blessures qui sont pas pensées aussi par rapport à la migration, par rapport au fait aussi de frustration. Ils auraient adoré nous envoyer au Congo, ils n'ont pas pu. Donc c'est aussi... moi, je sais pas, je trouve que plus je vieillis et plus je regarde mes parents et je me dis, vous avez fait du bon travail. T'es indulgente, en fait. Je deviens indulgente avec le temps. Je deviens indulgente. Moi, je sais que mes parents, ils m'ont pas appris le lingala. Je l'apprends toute seule. Je le bricole, Je leur en veux pas. Ils ont fait comme ils ont pu. Et moi, je pense que petit à petit, je pense que l'afroféminisme m'a aidé aussi à me dire aussi, n'oublie pas qu'il y a un contexte. N'oublie pas aussi qu'il y a, il y a des circonstances économiques, sociales, politiques aussi qui font que à un moment donné, ils ont fait comme ils ont pu. Exactement. Mais c'est super intéressant cette idée de transmission parce que c'est vrai qu'en tant qu'enfant d'immigrés, on en veut facilement en fait à ses parents, surtout quand on commence à devenir un peu plus conscient et qu'on veut on veut en savoir plus en fait sur leur histoire. Et du coup, des fois, on comprend pas. Enfin, c'est vrai que moi, pareil, je leur dis, pourquoi j'ai pas appris la langue, pourquoi vous m'avez pas transmis la langue, pourquoi on parlait que le français à la maison, pourquoi ci, pourquoi ça. Et c'est vrai que maintenant, avec le recul, je me dis, en fait, c'est dur, en fait. Moi, perso, là, je suis en France, je suis pas déracinée. Si je pars quelque part, j'aurai de meilleures conditions, je pense. Et du coup, même ça, c'est dur de partir, quitter sa famille, comme tu le disais tout à l'heure. C'est un exercice qui est super difficile. Et je pense qu'on les voit comme des adultes, mais ils ont été plus jeunes aussi. Exactement. Ils ont eu une vie... avec les traumatismes que ça a pu avoir, avec les ruptures que ça a pu avoir. Et voilà. Et puis... Et puis c'est vrai que pareil, moi comme maintenant j'ai aussi l'occasion via aussi une activité professionnelle d'accompagner aussi des personnes noires, des familles noires. Là en plus il y a des questions de pathologie, de VIH, donc c'est encore plus complexe. Mais encore une fois, il y a une résilience qui encore une fois me scotche à chaque fois, c'est que malgré tout ce qui a pu se passer ou ce qui se passe, il y a une envie de fonder une famille. Donc c'est malgré aussi la maladie, il y a une envie de fonder une famille. Donc c'est pour ça que les questions familiales sont pour moi des sujets vraiment qui sont politiques et qu'il faut aussi amener dans les espaces militants. Et donc ça veut dire aménager ces espaces pour que les familles puissent venir. Il faut vraiment qu'il y ait de la place pour de l'intergénérationnel. Et c'est pour ça que moi j'aime bien, on peut dire ce qu'on veut, mais là-dessus je trouve que Moissy, c'est vraiment chouette quand elles font des espaces pour enfants. Enfin, moi dans les événements militants, maintenant je suis attentive à ça. Tu regardes aussi. S'il y a des espaces qui sont dédiés aux gamins, s'il y a des espaces aussi, quand il y a de l'intergénérationnel, ça m'intéresse beaucoup aussi. Donc voilà, ces questions-là, elles sont importantes. Et puis là, moi, je parle de ma position aussi de femme noire, hétéro-décadente, voilà. Mais on a aussi des frères et sœurs qui sont queer. Et les questions familiales pour les personnes queer, c'est quelque chose aussi qui sont très importantes. La question de la rupture, de comment maintenir le lien aussi avec la famille. Enfin, il faut se rendre compte que pour d'autres populations, c'est encore plus dur. Donc, non, il faut vraiment faire de la place sur ces questions-là. Et donc moi, je rebondis rapidement sur cette notion de
d'être beaucoup plus accessible à tous, en fait, de créer des espaces accessibles à tous. Parce que moi, la réflexion que je me fais, c'est que, par exemple, de parler de non-désir et désir de maternité, c'est un truc... pas tout le monde peut se le permettre. Il y a d'autres priorités. Je pense à des ménages modestes qui se disent en fait, moi, c'est pas la problématique que j'ai pas eu le choix, je suis tombée enceinte. Et du coup, comment faire pour que, par exemple, une maman qui vit, je sais pas, en province et qui aimerait réfléchir à cette question puisse avoir cet accès? Parce que du coup, là, moi, je fais un podcast, mais pas tout le monde écoute des podcasts. Et du coup, moi, la problématique que j'ai maintenant, c'est... comment sortir de ce truc un peu bobo où on prend le temps de réfléchir à ça et vraiment aller sur le terrain, en fait, et poser les questions sans que ça heurte, parce que ça peut heurter aussi. C'est des sujets quand même assez délicats, en fait. Oui, je pense que la question du terrain, elle est fondamentale. C'est qu'aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas le choix que de transformer, en fait, le militantisme. Et il faut que ce soit un militantisme de proximité et de terrain. Je pense qu'on ne pourra pas être au fait et avoir un calendrier politique à jour si on ne va pas au plus près des réalités et des besoins. Voilà. Donc effectivement, il y a des actions à imaginer, à mener pour justement recueillir et puis aussi accompagner. Alors après, chaque association ou chaque organisation a ses missions, ses champs d'intervention, etc. Mais effectivement, c'est important aussi d'accueillir aussi la parole aussi de maman, mais aussi ou de papa, de parents comme ça isolés. Et effectivement, donc ça veut dire donc pas tout miser effectivement. Alors c'est compliqué sur les réseaux sociaux, mais c'est une question qui est très complexe. Comment rendre accessible. C'est ça. Après, je pense qu'il y a aussi des personnes noires aussi qui sont aussi des professionnels, qui ont aussi intérêt aussi à se faire connaître. Il y a des psychologues, il y a alors moi j'essaie de me former là au conseil conjugal, mais voilà, il y a aussi peut-être des professionnels aussi noirs ou racisés, je sais pas, des ethnopsychiatres. C'est bien aussi maintenant de prendre aussi nos responsabilités. C'est clair. Aussi de se dire aussi dans notre patientèle ou dans notre charge, enfin dans notre file active plutôt, d'inclure aussi ces problématiques là, d'aller au plus près aussi de populations qui sont justement les plus éloignées. Éloignés en fait, parce qu'on sait très bien que c'est dans la précarité, que c'est dans l'invisibilité que il y a de la souffrance, il y a aussi de la fragilité au niveau de la santé mentale. C'est clair. Et que donc je pense qu'il y a pas d'un côté des militants qui sont trop intello, il y en a, et puis il y a un compromis à trouver, mais c'est vrai que je pense que avec tout ce qui se passe là, je me dis non, il y a à la fois un intérêt à s'organiser et effectivement aller sur le terrain. Aller sur le terrain, et c'est à nous d'être innovantes, d'être après on fait avec les moyens du bord, on n'a pas forcément l'argent. Non mais après c'est d'autres sujets. Mais moi je suis assez d'accord qu'il y a vraiment un besoin en tout cas de faire des actions de terrain, et puis oser aussi aller dans des espaces où effectivement on pense que ça ne nous est pas destiné, mais moi je sais que ça m'est arrivé dans le cadre de mon boulot d'aller par exemple dans un centre socio-culturel. C'est con, mais le fait d'y aller, de participer à des activités, c'est aussi rencontrer des personnes, se faire connaître aussi dans des espaces où on sait qu'il y a majoritairement des personnes racisées. Donc il faut aller dans des quartiers, aller à la rencontre aussi de et voir ce qui existe déjà. Ne pas arriver en terrain conquis en mode non mais non on va venir, non, il y a des choses qui existent, et c'est comment en fait on fait du lien, comment on fait du partenariat, et comment en fait on recrée un lien social aussi afro quoi. Super, moi c'était super clair, c'était super intéressant. Je pourrais parler encore des heures et des heures. Mais du coup, on va devoir terminer l'émission. Moi, du coup, avant de terminer, j'ai 3 petites questions pour toi.
Alors, la première étant de me citer une ou plusieurs chanteuses afrodescendantes que tu adores, en fait, une badass singer. Alors écoute, moi, il y en a plusieurs. Une, ça me semble compliqué. En fait, j'ai longuement réfléchi. J'ai à peu près, je pense, 4-5. 4-5, ok. Voilà, vraiment le top du top. Alors, sur Brenda Fassie. Brenda Fassie. Voilà, qui est une chanteuse sud-africaine, bon, qui est décédée depuis, je pense maintenant, plus de 12 ans. Wow, ok. Voilà, qui a pour moi été... donc ça, c'est grâce à mon papa, hein, qui du coup a été un fan de musique sud-africaine dans les années 80-90. Ok. Et du coup, voilà, elle faisait une sorte de c'est un peu les prémices du Kwaito et c'était la musique électro, afro, enfin c'était trop bien. Je vous invite vraiment à écouter Brenda Fassie. Est-ce que tu as un titre, peut-être qu'on peut essayer de le faire passer? Mais je sais plus, attends, il y avait Black Good Girl, c'était quoi? Je crois que je te l'avais envoyé. Oui, j'ai pas noté. Mais il y en a plus, il y a Woon. Alors après, moi, pardon, hein, mon accent n'est pas très... C'était pas For Black Woman? Voilà, il y avait une sorte de ça, et puis il y avait aussi... Voilà. Ça, c'est ma chanson. Sympa. Ouais, c'est une belle chanson. Et en plus, qui est en plein dans le thème du moment sur les violences policières. Mais là, c'est dans un contexte sud-africain. Sud-africain, pardon, en plein apartheid. Donc, voilà. Super sympa, merci. Voilà. Et puis après, dans les autres, évidemment, Tracy Chapman sur... On me l'a jamais cité, tu vois, Tracy Mais Chapman. moi, voilà, ça fait partie des chanteuses noires qu'on ne cite jamais. Ouais, c'est fou, hein. Et alors qu'elle... elle a révolutionné le truc. Alors que moi, je trouve qu'elle a une voix. Oui, et puis elle a une voix. Et puis c'est aussi... voilà, moi, c'est une personne que je trouve... fascinante. Oui. Et non, vraiment, c'est vraiment une artiste que j'aime beaucoup. Il y avait aussi Celia Cruz. Oui, Celia Cruz. Ouais, non, moi je kiffe. Est-ce que tu as un titre de Celia Cruz? Mais quand elle chante même Guantanamera, déjà, c'est juste ouf. Non, mais il y en a plein quand elle chante avec la Fania All Star. Enfin, tout ce qu'elle a pu. Moi, c'est une artiste que j'adore. Voilà. Voilà. Ah ouais, non, Celia Cruz, c'est juste ça, c'est la pimpance. C'est la pimpance. Ça, c'est la flamboyance. Pour moi, c'est le... Donc voilà, mais il y a... non, il y a plein, il y a Billy Abel, voilà, il y a Myriam Makeba, il y a Kadjanine aussi. Je connais pas du tout. Ouais, mais ça, c'est des artistes que mon père nous faisait écouter quand on était enfant. Tu vois, t'as une belle transmission. Mais alors, moi, je pense que je dois beaucoup... Alors, pour le coup, mon père, qui est musicien, enfin, en tout cas... il joue dans il est informaticien dans la vie, et il est musicien depuis des années. Ça a été son... voilà, du coup, c'est devenu un loisir, mais pendant longtemps, ça a été vraiment... Et moi, ce que je connais, ou ce que j'ai pu connaître de l'Afrique, c'est lui qui me l'a transmis par la musique. Parce qu'il me semble que tu as une collection, je te suis du coup, et je vois que tu as une collection de disques. Ouais. D'accord, ok. ouais. Bon, ça, c'est mon côté un peu bobo. J'aime bien, effectivement, avoir des vinyles et des couves très sympas pour décorer chez moi. Mais non, depuis quelques années, je me suis dit que je me discipline aussi à travailler ce patrimoine musical noir, et j'essaye vraiment d'avoir une collection vraiment d'artistes ou de... Donc j'ai autant de la musique jamaïcaine du ska, du rocksteady, que afro-latin, que rumba congolaise, voilà. Top. Et du coup, on va continuer au niveau du cinéma. Est-ce que tu as une actrice afrodescendante qui, du coup, embrasse son désir de maternité avec classe? Alors, moi, il y a quand même il y a quand même Taraji quand même dans Cookie Lion. Non, c'est caricatural, mais franchement, c'est... Non, vraiment dans Empire, moi je trouve que c'est une daronne on point.
C'est-à-dire que la scène où franchement son fils lui parle mal, elle prend le balai, elle le corrige. Bon, les gens vont dire oui, c'est violent. Mais j'ai tellement reconnu. En fait, j'ai déjà vu cette scène déjà tellement chez des tantines ou des recadrages comme ça. Et non, mais même, enfin voilà, moi j'étais pas une fan inconditionnelle de la série, mais quand tu me poses la question, je pense direct à elle parce que j'aime beaucoup ce côté. Voilà, où elle se bat. Oui. Moi je suis juste fascinée par se laisse pas faire, elle lâche pas, même si des fois elle peut être vraiment moi je trouve que des fois ça peut être même un peu problématique parce que à vouloir être trop forte des fois on a aussi nos fragilités et voilà, puis bon, c'est dans un contexte très comment dire, très bling bling, mais c'est vrai que son personnage voilà me touchait parce que voilà, j'aimais bien le côté battante. Puis il y avait aussi la série que moi ça m'a fait pleurer, mais When They See When They See Us, de Ava DuVernay. Ouais, et ça, j'avoue que les rôles de mère dans cette série, ça a été dur. Ça a été dur. Ça a été dur, et c'est là où tu te dis que être une mère noire aux États-Unis, là, c'est un combat en fait. C'est un combat de toute instance. Moi, j'invite les gens à regarder. Alors, c'est pareil, moi, mes frères et sœurs ne veulent pas le regarder, cette série. Moi, je leur ai dit, il faut regarder. Ils ont peur de trop être mal à l'aise, de pleurer. C'est violent en fait. C'est très violent. C'est très violent. Mais voilà, le rôle des mères m'ont beaucoup, notamment une, m'a beaucoup touchée. Alors... On va pas spoil. Ouais, on va pas spoil. Mais c'est très bien parce que du coup, tu vois, au vu de l'actualité, bon, l'épisode ne sortira peut-être pas tout de suite, mais il faut peut-être en parler de ce contexte violence policière. Et du coup, on m'a posé la question dernièrement de est-ce que du coup, devenir maman noire, c'était un acte politique en fait ? Et moi, je trouve que oui, parce que comme tu l'as très bien expliqué, en fait, à un moment donné, c'est pas juste mettre au monde un enfant, c'est mettre au monde un enfant et être responsable de cet enfant, faire en sorte qu'ils soient en sécurité. Et en fait, c'est comme si la mère n'avait aucun pouvoir. Et je trouve ça super dur, en fait, de se dire, en fait, je vais tout essayer pour le protéger, mais en fait, il peut se passer n'importe quoi dehors, quoi. Enfin, du fait de sa couleur de peau. Enfin... En tout cas, moi, le message que j'ai envie de passer, c'est que je pense que on est tous et toutes légitimes à... Comment dire ? On peut... Enfin, en tout cas, si c'est une envie, s'il y a un désir, de ne pas disqualifier ce désir-là. Enfin, en tout cas, moi, ça m'embêterait, en tout cas, que des personnes qui ont envie d'avoir des enfants... Oui, non. Ne le fassent pas sur ce motif-là. Moi, je pense qu'il faut toujours regarder ce que les aînés ont fait avant. On a eu autour de nous, on a des personnes, noires qui ont des enfants, qui malgré tout font ce travail éducatif de protection, d'accompagnement, de soutien, d'affection. Je pense qu'être parent, c'est facile pour personne. Exactement. Et que oui, je pense que de toute façon, c'est une mission qui a aussi son côté politique. Et je pense qu'il faut qu'on en ait conscience et qu'on en saisisse, en tout cas, la gravité et l'importance. Mais s'il y a un réel désir d'avoir des enfants, aller au bout de ce désir-là. Et en même temps, j'ai envie de dire aussi... cet enfant, c'est encore une fois, je pense que c'est être parent, il n'y a pas je sais pas, c'est pas parfait, il n'y a pas de mode d'emploi, je sais pas. Quoi qu'il arrive, ce sera jamais facile, hein, mais si ce désir est là, je crois que tous ces événements-là ne doivent pas nous empêcher de vivre et d'aller au bout de notre humanité et de voilà, donc non. Et en même temps, je dirais aussi, pour celles et ceux qui ne veulent pas d'enfants, je pense que c'est pas évident non plus dans nos communautés de se lever et de dire « moi, je veux pas d'enfants ». Exactement. Hein, il y a aussi, c'est très compliqué. Donc ça aussi, il faut en parler.
Parce que il y a une vraie misogynoire aussi, dès lors que, on te pense un peu légère. On va te reprocher moi c'est ce qu'on me reproche, d'être trop indépendante, d'être trop trop. Et ça, je pense que encore une fois, on peut effectivement être une femme, être un homme, être quelqu'un d'accompli et ne pas non plus avoir d'enfants. Mais c'est vrai que pour les femmes, le jugement est très dur. Ah oui. Le jugement est très dur. Et ça, moi, c'est la première fois que je parle vraiment de mon non-désir d'enfant. Moi, je sais que c'est un sujet qui va être très touchy avec les membres de ma famille, etc. Parce qu'ils se disent, mais ils ne comprendront pas, en fait. Il y a une déconstruction en fait à faire parce que on est limite, c'est automatique. Enfin, dès que tu rencontres quelqu'un, maintenant c'est pour quand l'enfant. C'est ça. Il y a une vraie pression. Mais encore une fois, je pense que tout le défi et tout l'enjeu, c'est aussi d'expliquer à notre entourage qu'on est c'est quelque chose qu'on ne ressent pas et c'est pas quelque chose qu'on doit forcer. Je pense qu'il y a rien de pire. Et en même temps, est-ce que le plus important, c'est pas aussi de nous voir aussi heureuses et heureux et ça, je pense que c'est aussi important. Exactement. Du coup, la dernière question. Ouais. Comment est-ce que tu terminerais cette phrase, tant que je serai noire ? Oh, tant que je serai noire, je serai vivante. Super. Voilà. Très belle conclusion. En tout cas, je vous remercie, je te remercie. Mais merci à toi et franchement, trop cool ce podcast et je tenais vraiment à te féliciter. Je trouve ça trop bien qu'il y ait vraiment quelque chose sur le désir, le non-désir et d'enfants, mais sur la maternité, la parentalité. On a besoin de ce genre d'outils pour donner de la force aussi. Donc, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Et puis, écoutez, si vous avez des petites questions, n'hésitez pas à les poster sur Instagram et à mettre des petites étoiles sur Apple Podcast pour un peu plus de visibilité. Merci beaucoup. À la prochaine.